Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast de celles et ceux qui jonglent entre le pro, le perso et tout le reste. Ici, on s'intéresse à la balle la plus importante de votre jeu, on s'intéresse à vous. Il est temps de renouer avec vous-même pour enfin trouver votre équilibre et créer la vie qui vous ressemble. Pour vous y accompagner, je vous partage mes outils de coach testés et approuvés, ainsi que des conversations sans filtre avec mes invités pour vous ouvrir de nouvelles perspectives. Je suis Ruth Manou, coach de vie certifiée, 2 fois maman et gardienne de cet espace. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si le podcast vous aide, vous pouvez déposer un avis et le partager autour de vous. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série spéciale 5 ans déjà, avec une invitée qui m'avait profondément marquée à l'époque, Gaëlle Baldassari, la fondatrice de Kiffe ton cycle. Il y a 5 ans, notre conversation m'avait énormément aidée. Après ma 2e grossesse, mon cycle était devenu comme complètement fou, de vraies montagnes russes, tant sur le plan physique qu'émotionnel, et honnêtement, je m'arrachais les cheveux tous les mois. Échanger avec Gaëlle m'avait permis de comprendre ce qui se jouait dans mon corps, d'apprivoiser mon cycle et d'acquérir les outils pour en parler autour de moi, en particulier avec ma famille. Ce que je n'aurais pas pu prévoir à l'époque, c'est que cette discussion allait aussi me servir à encore mieux accompagner mes coachés d'aujourd'hui. Merci Gaëlle. Du coup, quand j'ai réfléchi aux personnes que je voulais absolument réinviter pour cette série anniversaire, Gaëlle s'est imposée comme une évidence. Et encore une fois, elle nous livre de véritables pépites sur le cycle menstruel, mais pas seulement. Dans cet épisode, elle partage aussi l'évolution de Kiffe ton cycle ces 5 dernières années, les défis entrepreneuriaux qu'elle a traversés et comment elle a su garder le cap. Une conversation passionnante qui est une vraie invitation à mieux se connaître, à s'accepter tel que l'on est et à défendre avec conviction nos besoins et notre santé. Alors attrapez votre carnet, votre stylo et c'est parti. Bonne écoute. Hello Gaëlle, welcome back sur le podcast. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Mais merci beaucoup Ruth de me réinviter, ça me fait hyper plaisir. Avec joie. Alors moi je te connais déjà, la conversation qu'on avait eue il y a presque 5 ans m'a aidée, mais à un point tu peux pas savoir. Mais pour les personnes qui auront la chance de te découvrir avec cet épisode, est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir. Déjà merci, je suis tellement touchée à chaque fois qu'on me dit que les conversations que j'ai avec différentes personnes peuvent amener quelque chose dans la vie. Donc je suis Gaëlle Baldassari et je suis la créatrice de Kiffe ton cycle. Kiffe ton cycle, ça parle pas de vélo, ça parle de cycle menstruel et le but c'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient informées sur qu'est-ce que fait le cycle menstruel dans notre vie, comment on peut faire de ce cycle un allié plutôt que quelque chose contre lequel on doit lutter ou qu'on doit accepter. Et donc voilà, Kiffe ton cycle aujourd'hui, c'est une entreprise qui a pas mal de branches différentes, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais le but, c'est vraiment l'éducation menstruelle pour tous et toutes dès le plus jeune âge. On a échangé ensemble il y a 4 ans et demi, 5 ans, et d'ailleurs c'est pour ça que tu es là, pour célébrer avec moi les 5 ans de mon podcast. Et ce que je demande aux personnes qui reviennent fêter cet anniversaire avec moi, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ces 5 années, et en particulier dans ta mission avec Kiffe ton cycle? Il y a énormément de choses qui ont changé parce qu'en 5 ans d'entrepreneuriat, franchement, ça dépote, comme on dit. Mais je dirais que dans ma mission, j'ai compris que je ne pourrais pas le faire toute seule. Et donc aujourd'hui, je forme un escadron d'éducatrices menstruelles qui déferlent sur toute la francophonie pour faire en sorte que le message passe. Puis il y a peut-être une deuxième chose quand même, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une associée qui a rejoint Kiffe ton cycle et que nos complémentarités font vraiment avancer le mouvement aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qui a fait dans ton état d'esprit que tu te dises, ok, moi toute seule, ça va pas assez vite, assez loin, assez fort. Je m'entoure et je m'autorise à le faire en équipe. Déjà, il a fallu que je me donne la légitimité de former des personnes, donc que je m'autorise de moi à moi-même à considérer que j'étais légitime pour former des personnes à ce nouveau métier. On a créé le métier d'éducatrice menstruelle, hein. C'est un métier qui n'existe pas aujourd'hui dans les tablettes quand on cherche à s'orienter, etc. Aujourd'hui, ça n'y est pas. Le pari, c'est que dans quelques années, ça y soit et qu'on puisse donc déjà, il fallait se donner la légitimité pour former et puis aussi, moi, j'ai une date un peu critique, hein. Moi, je me suis fait la promesse de changer le monde avant les 18 ans de ma fille. Elle vient de fêter ses 11 ans, donc en fait, le temps passe. Ok, donc la deadline est toujours hyper présente pour toi, les 18 ans de ta fille.
Ouais, clairement, même si je pense qu'on ira plus loin, mais ouais, il y a quelque chose. J'ai envie que ça soit devenu naturel, avant les 18 ans de ma fille, ouais. Alors, je pense que moi, j'avais adoré entendre ton histoire la première fois et pour les personnes qui te redécouvriront aujourd'hui, est-ce que tu peux juste nous faire un topo sur comment tu en es arrivée là, en fait? Rapide, parce qu'on l'avait déjà eu, mais vraiment, je trouve que c'est une histoire qui est croustillante. Donc, est-ce que tu peux nous la repartager? Ouais, carrément. Bah, j'en suis arrivée là parce que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques et donc j'avais mes règles à peu près 3 fois par an. Je travaillais dans la banque et ça me convenait bien, en fait, d'avoir mes règles 3 fois par an jusqu'au jour où j'ai voulu avoir un enfant. Bah, ça marche un peu moins bien. Donc je suis Mmh. passée par la procréation médicalement assistée. En PMA, j'ai vu des fluctuations d'humeur et d'énergie assez violentes jusqu'à amener au burn-out, clairement qui n'étaient pas que liées aux hormones, mais j'ai eu l'impression d'être un peu projetée sur ce toboggan-là par les hormones, que j'ai prises pendant la procréation médicalement assistée et quand j'ai demandé la raison aux médecins, ils m'ont dit: «Bah, pas de raison, a priori, c'est juste le stress de vouloir avoir un enfant». Donc il y a cette, première incompréhension, on va dire, suivie d'une deuxième prise de conscience qui est, bah, voilà, je mets une fille au monde. Heu et ce jour-là, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde, qui est pas respectueux, où moi-même je me comprends pas, je me connais pas?» Donc j'ai une première promesse avec moi-même qui est de changer le monde avant ses 18 ans. Je savais pas comment, pas par quel chemin et en fait, dans mes accompagnements auprès des femmes, je vois que le cycle menstruel est un impensé. C'est une zone qui n'est pas pensée et que pourtant, c'est un plafond de verre au-dessus de la tête des personnes que j'accompagne. Donc à un moment, je lâche complètement l'accompagnement que je faisais en coaching, des femmes pour le leadership et je décide de consacrer 100 de ma vie professionnelle, au cycle menstruel. Donc ça, c'était il y a 11 ans, 10, 11 ans, on va dire, Alors c'est ou il y a 11, 12 ans. 8 ans que je prends cette décision-là pour Kiffe ton cycle et il y a 11 ans que ma fille naît, mais d'abord j'ai pris le temps de m'occuper d'elle et de l'accompagner dans les débuts de sa vie. Et entre-temps, donc tu t'es consacrée à ça, tu as créé Kiffe ton cycle, tu as créé plusieurs branches. Là, tu as la branche formation. En fait, on a l'impression, en t'écoutant, une petite étincelle de départ et puis un moment qui grossit, grossit, grossit. Est-ce que ça a été linéaire dans ton parcours d'entrepreneur? Tellement pas. En même temps, j'aimerais bien rencontrer le ou l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui me dirait que ça a été linéaire parce que pour l'instant, j'en ai pas rencontré. Non, non, c'est clairement pas linéaire, c'est vraiment par un système de paliers, même, régression, puis redémarrage et je pense que clairement ce que j'enseigne au niveau du cycle menstruel, dans cette notion de cyclicité et d'impermanence, on la retrouve à 200 dans l'entrepreneuriat. Tu peux nous raconter un peu à quel point ça a été, cyclique et pas linéaire et disrupté et redémarré? Ouais, complètement. Enfin, il y a tellement de choses et j'essaie de me rescanner un petit peu les choses qui pourraient être, intéressantes à entendre. Mais, moi, j'ai été jusqu'à une équipe, de 8 personnes qui travaillaient avec moi. Je suis passée par les licenciements économiques de toute l'équipe en même temps. Donc, des difficultés quand même, Waouh! c'est né d'une direction que je choisis de prendre à un moment où je me dis, «Très bien, pour faire accélérer le mouvement, je vais aller lever des fonds. Je vais faire rentrer de l'argent dans l'entreprise pour avoir les moyens de faire plus de communication et cetera». Et cette levée de fonds, elle va de pair avec, l'idée que, bah, il faut à la fois qu'il y ait de l'argent qui rentre régulièrement, il faut avoir à la fois, avoir l'idée de comment on va dépenser cet argent-là. Et donc tout Mmh. se met en branle dans l'entreprise pour pouvoir dépenser l'argent et en même temps recevoir, cet argent qui arriverait pour pouvoir le dépenser. Et donc ça fait faire des projets qui font qu'il y ait de l'argent qui rentre tous les mois pour payer suffisamment de personnes, mais avec lesquelles je suis de moins en moins alignée. Ça fait aussi créer une équipe avec laquelle, à un moment, je me trouve de moins en moins alignée aussi, parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de mes propres névroses dans la création de cette équipe et donc j'espère que l'équipe va être tout ce que je ne suis pas, mais Mmh. du coup, je m'emmerde avec l'équipe aussi et donc en fait, c'est tous ces trucs de névrose d'entrepreneur qui font qu'on prend des décisions parce qu'on pense qu'une grande entreprise, c'est ça, parce que tu vois, c'est toutes les images, les croyances, tout ça qui se mêlent et donc, bah, je vais dans une mauvaise direction et il y a un moment, il y a un peu 2 solutions. C'est-à-dire, je vois que le crash va se faire, je vois que l'entreprise va s'éclater, financièrement et j'ai 2 solutions. Soit j'y vais et j'éclate l'entreprise et comme ça, j'ai aucune responsabilité, je peux même me faire plaindre et cetera. Mais je sers plus que ce que je voulais servir. C'est-à-dire, je dis à mes clientes: «Bah, tant pis, c'est fini, ciao, bye» et puis moi, je pleure sous ma couette et j'ai une bonne raison de pleurer. Soit Mmh. je prends une grosse décision qui a peut-être été une des décisions les plus difficiles de ma vie, qui est de dire: «Je licencie tout le monde alors qu'il reste de l'argent sur le compte, que l'entreprise n'est pas encore clashée et je redémarre cette boîte toute seule, mais je continue de servir ce que j'ai commencé à servir jusque-là». Ça a été la décision une des décisions les plus dures de ma vie, qu'il a fallu que je prenne en quelques jours, parce qu'entre le moment où je prends conscience de ce qui est en train de se passer et j'ai cette chance d'anticiper assez bien les choses et de me dire: «OK, en fait, c'est maintenant ou jamais».
parce que un mois de plus, je suis pas sûre de réussir à relever tout de suite la boîte toute seule la boîte. Et ben, je prends une décision radicale, quasiment du jour au lendemain et waouh! Aujourd'hui, tous les jours, je me remercie d'avoir pris cette décision. Même si je sais que dans les collaboratrices, il y en a qui sont en colère contre moi, même si j'ai perdu, ma meilleure amie dans cette histoire-là, qui travaillait avec moi et qui a décidé de plus jamais me parler. C'est le chemin et en même temps, bah, je vois aujourd'hui ça comme ayant été un catalyseur certainement de notre amitié. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait fini par vivre ça, mais plus tard. Là, ça a été un Mmh. catalyseur. Et puis moi, bah, je me suis dit: «Ouais, j'ai le courage de porter mon projet, en fait et de dire non, je le laisse pas s'écracher parce que j'aurai moins de culpabilité». Ça a l'air assez violent, en fait, parce que là, tu le racontes avec, quelques années de recul, donc ça a l'air très, pas facile, mais tu vois, tu as ce truc de, on raconte l'histoire a posteriori et bon, bah, voilà, il s'est passé ça et cetera. Sauf que en se mettant à ta place et en se projetant, ça a l'air incroyablement difficile. Déjà, comment est-ce que tu as réussi à prendre cette décision radicale à ce moment-là? Et ensuite, comment est-ce que tu as réussi à faire la paix avec ta décision? Déjà, j'ai pleuré des litres, des litres et des litres d'eau. Ouais. Je pense que j'ai peut-être pleuré plus que pour les décès, de mon entourage, tu vois? Parce qu'il y avait ce temps Waouh! raccourci. Donc j'ai pleuré beaucoup. Je me suis laissée entourer par mes proches, donc celle qui deviendrait par la suite mon associée était là avec moi et a pu, accueillir, ses larmes et a pu être là. J'ai eu la chance aussi d'avoir, j'étais incubée dans un incubateur d'entreprise qui s'appelle, Village by CA de Rennes, que je remercie énormément et il y a une business manager, en fait, qui est là pour nous soutenir, pour, voir avec nous des défis et cetera et je me suis retrouvée, dans son bureau, assise, je sais plus si c'est assise par terre ou pas, mais en tout cas, l'image que j'en ai, c'est vraiment dans une déchéance totale avec, la directrice opérationnelle, de l'époque qui allait aussi se faire licencier, qui a été magnifique. Émilie, je la remercie, encore aujourd'hui parce qu'elle, elle apprend ce jour-là qu'elle se fait licencier et elle me dit: «Je suis avec toi et je t'accompagne et je suis là pour licencier l'équipe avec toi». Donc, c'est quand même énorme, hein, je veux dire, Waouh! et ouais, pour moi, ça a été énorme et il y a cette business manager du Village by CA qui me dit: «Gaëlle, ce que tu fais, c'est une décision extrêmement, courageuse et c'est le contraire d'une décision, où tu fuis quelque chose. Là, tu es en train de porter ton entreprise». Et Sophie Laure qui devient ensuite mon associée, qui me dit: «Gaëlle, en fait, son conjoint, il est entrepreneur et il lui a expliqué qu'il y a la personne morale et la personne physique et que la personne morale, c'est l'entreprise. Et bien, en fait, quelque part, c'est une personne qui doit survivre, comme une personne physique doit survivre envers et contre tout. Et que oui, il y a des décisions à prendre, mais en tant que responsable de la personne morale, ce qui ne fait pas de moi une personne physique mauvaise, tu vois, je vais faire cette dissociation. Mais la décision, elle s'est prise tellement rapidement en réalité que c'est compliqué. Et en fait, il y a vraiment cette notion aussi, tu vois, il y a une des salariées, qui a mal vécu la chose et je le comprends. Vraiment, ça a été violent. Bon, ça faisait quand même pas mal de semaines que je disais qu'il y avait un problème, hein. Je veux dire, elles sont pas découvertes du jour au lendemain qu'il y avait un problème dans l'entreprise. Mais la décision est violente et il y a une des salariées qui a dit: «Mais Gaëlle, pourquoi tu laisses pas se cracher la boîte? On serait mieux protégés». Et ce qui est génial avec cette question, c'est que tout de suite, ma réponse, elle a été tellement viscérale et ça a été de dire: «Mais en fait, c'est mon projet. Il y a les clientes qui sont là, qui nous attendent. J'ai les moyens parce que j'ai la chance de l'avoir vu à temps. J'ai les moyens de faire que ça survive. Bah non, en fait. Moi, j'ai payé l'URSSAF pour tout le monde. J'ai payé le Pôle emploi pour tout, enfin France Travail maintenant, pour tout le monde. Vous allez être protégés à la hauteur de ce que vous avez travaillé et j'ai toujours réglé tout ce qu'il fallait. Mais moi, si ce projet il s'arrête, quelque part, je perds aussi tout mon projet, tout ce que j'ai mis dedans et j'ai pas envie de vivre ça. Et donc, OK, je me choisis. Oui, clairement. Ouais, c'est hyper courageux, effectivement. Et en même temps, tu as la dualité de c'est courageux, mais j'en bave, quoi, et c'est dur. Ah bah, c'est clair, ça a été encore une fois des litres d'eau, ça a été un long travail de reconstruction, mais génial parce que là-dedans, j'ai compris aussi, pourquoi j'en étais arrivée là, tout ce que moi j'avais fait, qui j'étais, pourquoi j'avais mené ce projet comme ça et c'est génial parce qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, quand je prends des décisions, elles sont encore plus ancrées. Merci beaucoup, en tout cas, pour, le partage de ce parcours. Je sens, enfin, dans mon cœur que vraiment ça n'a pas été facile. Moi, je considère que j'en suis au début de mon parcours entrepreneurial. Donc, ce serait quoi les leçons que tu pourrais partager avec quelqu'un comme moi sur, ce passage-là? La plus belle leçon, je pense, que je pourrais partager, c'est que, en fait, ce que j'ai voulu, c'est que mon entreprise n'ait pas mes défauts. Et donc, je ne m'aimais pas suffisamment pour considérer que ce que j'étais était suffisant pour que ça fasse une belle entreprise. Et donc, ce que j'aurais envie de te proposer, c'est d'aller explorer tous les endroits où tu aurais envie que l'entreprise soit différente de toi pour plus t'aimer toi et ce que tu es
que de nourrir un fantasme d'un truc qui n'est pas tes défauts, tu vois? J'adore. Donc en fait, tu as fait une extension de toi Ouais, dans ton entreprise et tu t'es dit: «Toi, tu vas être tout ce que je suis pas et tu c'est vas ça, être 1000 fois mieux». c'est ça. Sauf que ça m'a vite ennuyée parce que c'est pas moi. C'est quoi l'analyse que tu fais de tous les mois ou toutes les semaines qui ont conduit à: «Là, on va droit dans le mur»? Qu'est-ce qui s'est passé? L'analyse, c'est déjà une augmentation des charges, donc petit à petit en fait, au début, il y a une entreprise qui va bien, parce que s'il y a pas une entreprise qui va bien, on peut pas arriver à ce qui s'est passé. Donc au début, il y a une entreprise qui va bien, des clientes contentes, on vend, ça va bien, ça dégage du cash et cetera. Donc je commence à recruter en pleine confiance en me disant qu'à chaque fois que je recrute une personne, a priori, on va faire en sorte que son travail fasse que ça rapporte cet argent-là dans l'entreprise. Première erreur et c'est rarement, en tout cas, le cas, directement et ce qui va se passer, c'est que les personnes que je recrute, vont pointer du doigt tout ce que j'ai pas correctement fait et qu'il faudrait améliorer. Ce que je trouve hyper pertinent. Attention, c'est que des personnes bienveillantes. Honnêtement, j'ai rien à redire sur leur travail. Ouais. Tu vois? C'est vraiment, Ouais. que ce soit hyper clair pour moi en préambule, parce qu'elles sont pas du tout les actrices de la perte qu'on a derrière. Je Mmh. porte la responsabilité à 100 OK. de la chose. Déjà, ça, c'est Mmh. la première chose qui est hyper importante pour moi à dire. Mais donc, elles arrivent dans l'entreprise et elles font des rapports d'étonnement, en disant: «Il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas» et j'adhère et je suis d'accord. Et donc elles vont commencer petit à petit, les unes après les autres, à régler les problématiques qu'il y avait. Mmh. Sauf que moi, j'étais une entrepreneuse un peu en mode, «Oui, bah, c'est pas grave si c'est pas parfait, on y va, quoi». Et donc d'un seul coup, je fais rentrer dans ma boîte parce que c'était mes névroses, encore une fois, hein, qu'on se le rappelle, Ouais. parce que c'était mes névroses, des personnes qui ne supportent pas l'imperfection, puisque c'était mes névroses. Donc je leur donne la mission de rendre le truc parfait. Et donc elles vont se mettre à faire des trucs beaux. Alors oui, franchement, je suis vachement plus fière de mon site internet, je commence à être plus fière, du feed Insta, de machin, tout ça. Mais petit à petit, bah, en fait, tout ça, c'est beaucoup de temps humain passé pour des choses qui, en réalité, font pas marcher le business. Je vais te donner un exemple. À un moment, il y a une des collaboratrices qui refait une page de vente complètement. Elle garde pas en plus l'historique de l'autre d'avant, qu'elle l'a refait directement dessus. Et la page de vente s'effondre en termes de chiffres. Mais elle était vachement plus belle, hein. Et juste, Mmh. elle marche pas. Donc, Mmh. et on va avoir ce système-là où, en fait, d'un seul coup, l'entreprise en back-office, là où c'était un gros bordel, mais qui prenait pas d'énergie, Mmh. ça devient une usine à gaz qui prend une énergie folle à tout le monde parce qu'on commence à ranger le drive comme il faut, sauf que plus personne s'y retrouve. On commence, tu vois, en fait, il commence à y avoir des couches et des couches et des couches et des couches. Mais encore une fois, c'est ma demande. C'est pas les collaboratrices qui ont fait ce qu'il fallait pas. Ouais. C'est ma demande. Et puis quand elles viennent me voir en me disant, il y a ça comme problème, à chaque fois, je dis, ah ouais, il y a une culpabilité à l'intérieur de moi. Donc bien sûr que, alors que je leur avais demandé de créer le prochain email de vente ou je ne sais quoi, leur dis: «Non, non, mais fais ce truc-là, tu as raison, c'est un vrai problème» et pendant ce temps-là, mais ça vend pas plus et donc on se retrouve avec une équipe de plus en plus importante parce qu'elles aussi me disent: «Mais Gaëlle, on a besoin de telle personne à ce poste-là, on a besoin de telle personne à ce poste-là». Moi je dis: «Bah oui» et toujours dans ma culpabilité de pas avoir bien fait les choses et donc Complètement. petit à petit, on a une équipe importante où on n'a pas de couteau suisse à l'intérieur parce qu'on a été prendre que des personnes pour telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc comme on n'a pas de couteau suisse, on peut pas dire on coupe une partie de l'équipe et le reste continue de fonctionner. Donc elles sont toutes Mmh. interdépendantes et c'est des charges énormes pour l'entreprise et le chiffre d'affaires ne dépend toujours que à 100 de moi et j'ai pas été dégagée de suffisamment d'énergie et de temps pour pouvoir aller le chercher en grande quantité, quoi. En fait, c'est comme si ce qui faisait que ton business marchait avant ça, c'était justement tes imperfections et le C'est ça. fait que tu pars en mode taureau, lancé: «C'est le bordel, mais on y va. Moi, j'ai mon objectif de vie, j'ai mon impact à faire. Je m'en fous si c'est le bordel». C'est ça, en fait, qui faisait le succès avant et tu t'es dit: «Non, c'est pas propre, c'est pas joli». Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ton ADN. Mais c'est 100 ça, c'est le résumé est parfait, c'est exactement ça. C'est que certainement ce qui faisait que ça marchait, même sur les réseaux sociaux et cetera, c'était moi avec, mes phrases un peu bizarres, moi avec mes freestyles, moi avec mes délires Ouais. et oui et donc oui, mes pages de vente, elles étaient pas bien rangées, bien propres et tout, mais je crois qu'elles étaient faites aussi avec le cœur. Oui, il y avait différents, prestats qui s'étaient succédés pour faire les pages de vente et donc c'était le bordel avec des tons différents et tout, mais à chaque fois, c'était un projet qui était fait avec le cœur et qui avait marché
Et donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais effectivement, la petite Gaëlle qui pensait qu'elle n'était pas assez, eh bien, continuait de nourrir le fait que, bah, peut-être ça avait marché, mais que c'est pas comme ça qu'on montait un empire. Ouais. Et alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Et bah, aujourd'hui, donc on est que 2 dans la machine puisqu'il y a Sophie Laure et moi, Sophie Laure qui est associée, et moi. Je suis, commode enfin moi je travaille à 100 dessus, ce qui est pas le cas de Sophie Laure qui elle a un métier à côté aussi en plus. Donc c'est vraiment en gros dans le bateau amiral, on est que toutes les 2. Mmh. On a des prestataires de cœur avec lesquels on travaille qui sont des entrepreneuses, donc ou des entrepreneurs d'ailleurs, parce qu'il y a un homme. Mmh. Oh, je crois que quand il y en a qu'un, on peut considérer qu'on parle au féminin. Allez hop! Complètement, complètement. Donc C'est ma philosophie. Les jongleuses, c'est ouvert à tous, mais voilà, c'est genré au voilà. féminin, tout à fait. Donc, on a des entrepreneuses qui elles-mêmes, quelque part, sont en responsabilité. J'ai pas de lien de subordination avec elles, mais elles sont en responsabilité des travails sur des projets sur lesquels elles travaillent. Donc, on en a quelques-unes qui viennent juste pour des temps donnés pour un projet, et puis d'autres qui sont là sur le long cours. Il y a Virginie et Olga notamment, qui sont bah, l'assistante qui chouchoute tous nos clients et qui chouchoute nos projets derrière. Et Mmh. puis Olga, la rédactrice du blog, qui sont là avec nous depuis très longtemps et avec qui on fonctionne vraiment tous les mois ensemble. Et puis après, bah, ce sont d'autres entrepreneurs qui viennent pour des projets et qui contribuent. Et donc voilà un petit peu ça, plus les ambassadrices qui sont les éducatrices menstruelles qu'on a formées, qui elles forment un réseau, un maillage sur toute la francophonie. C'est ça aujourd'hui Kiffe ton cycle. C'est ce réseau assez dingue et puis ces personnes qui choisissent de contribuer pour un temps long, pour un temps plus court, mais qui apportent beaucoup au projet. Fantastique. Et on est comment en termes d'alignement pour Bah, toi? enfin, moi, je suis tellement bien aujourd'hui, vraiment. C'est parce que alors, je dis pas que ça travaille pas, hein, je me fais coacher, je coach régulièrement pour continuer d'avancer, hein. Je pense que, c'est génial. Enfin, c'est un tel terreau, l'entrepreneuriat, pour continuer à avancer vers soi, ce que je trouve ça génial. Mais aujourd'hui, je me sens alignée, je vois toutes mes imperfections. Il y en a certaines où je me dis: ah non, celle-là, j'ai quand même envie de bouger les choses». Donc, je mets en place des choses, je me fais coacher encore une fois, je change des petits trucs et tout, mais je kiffe ce que je fais aujourd'hui et je kiffe me lever chaque matin. J'accepte pas qu'on me dise, «C'est comme ça qu'on fait une entreprise». C'est-à-dire, bah, si c'est comme ça que tu l'as fait, fais-la, mais moi je la fais Ouais, à ma façon. ouais. Et voilà, et aujourd'hui je vois les retours de mes clientes, les questionnaires et tout, et on se nourrit avec, Sophie Laure de ça, au quotidien, vraiment. Sophie Laure, c'est bien elle qui c'est Solo, la Oui, c'est naturopathe, Solo la qui naturo, tout à ouais, ah, fait. c'est génial! Il y a une belle synergie effectivement, c'est trop bien. Merci beaucoup pour ce partage sur l'entrepreneuriat. Parlons cycle. Il y a 5 ans, tu m'avais dit: «Mon objectif, mon pari, c'est de réhabiliter le cycle menstruel avec Kiffe ton cycle». Pour moi, ça a marché. C'est vraiment un outil pour moi, c'est-à-dire que je le suis au mois le mois dans mon tableau de bord. Ça y est, là, typiquement, je suis pas dans la phase, lutéale. Je suis dans la phase avant où j'ai tous mes mots, et cetera. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'utilise. C'est quelque chose que j'utilise aussi dans mes coachings. Je suis capable de repérer chez une cliente qui va être particulièrement down, en mode: «Tu en es où de ton cycle? Pourquoi est-ce qu'on le suit pas? Qu'est-ce qui se passe?» Donc pour moi, vraiment, ça a marché. Du coup, quand je reste dans ma petite bulle, je me dis: «Mais c'est trop bien, c'est trop, trop cool. On évolue, tu vois? On se dit que ça fait partie de nous, c'est génial». Sauf qu'une fois sortie de ma petite bulle, si je discute avec des femmes qui sont pas du tout versées là-dedans et qui sont, tu vois, à toujours se dire, «Oh, j'ai mes règles, c'est chiant, c'est horrible, j'ai hâte que, ça se termine», et cetera. Je me dis: «Non, en fait, on en est encore hyper loin». Du coup, des nanas comme ça, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur faire comprendre que le cycle, en fait, c'est une force, c'est un super pouvoir, et pour les aider à faire la paix avec ce cycle menstruel? Qu'est-ce qu'on leur dit? Déjà, on commence par leur faire un gros câlin et leur dire que franchement, ce qu'elles vivent, c'est pas drôle. En vrai, si elles pensent ça, c'est qu'il y a un truc pas cool qu'elles sont en train de vivre. Ouais. Donc déjà, franchement, sororité de fou et de tout cœur avec toutes celles qui vivent un cycle compliqué. Mmh. Et je pense que déjà, il y a ce premier truc. On devrait créer un espace dans notre société pour pouvoir dire à tout le monde que on va vivre ce cycle menstruel et qu'on a le droit de le vivre différemment. Et que oui, il y en a qui souffrent plus que d'autres. Il y en a qui souffrent de désinformation. Et celle-là, on va Mmh. pouvoir vite régler le problème. Et là, on va pouvoir essayer déjà de le faire ensemble. Puis il y a celles qui souffrent de maladies, de pathologies, de douleurs chroniques. Et là, pour le coup, moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait plus d'informations, déjà du grand public, mais aussi des médecins, des soignants, et qu'elles soient mieux accompagnées,
qu'on travaille sur la possibilité de s'arrêter quand on n'est pas, en état d'aller travailler. Donc voilà, je pose ici que c'est important pour moi de commencer par avoir une énorme empathie pour toutes celles qui considèrent aujourd'hui leur cycle comme un truc galère plutôt qu'un allié. Et donc en fait, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal, parce que c'est Mmh. peut-être la 1re chose qu'on nous a jamais dite. Et donc on a inclus un espèce de gloubi-boulga un peu pas confortable et malaisant dans la normalité. Ce qui est normal dans notre cycle menstruel, c'est de vivre des fluctuations d'humeur et d'énergie. De sentir qu'il y a des jours où ça s'accélère de fou et des jours où j'ai juste envie de rester à rien faire. Ouais. Des jours où quand je me regarde dans la glace, je me trouve somptueuse et des jours où j'ai l'impression d'être vraiment la mocheté absolue sur terre. La femme de Shrek, quoi. Ouais, Voilà, je confirme. exactement. Des jours où j'ai l'impression que tout va très très bien dans ma vie, dans mes relations, dans tout ce que je mène, et puis des jours où tout s'effondre et où je doute. Tout ça est normal. Et ça, clairement, si c'est ça qui est souffrant et qui est désagréable, et ben, ça peut s'accompagner en lisant le livre Kiffe ton cycle, en suivant mes programmes, en se renseignant. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on est en lutte contre ces fluctuations d'humeur et d'énergie, bah, c'est qu'on pense qu'on doit être toujours au même niveau. Et donc, c'est ce que moi j'appelle le point de consigne, tu vois, le niveau auquel on croit qu'on doit être. Et donc, quand on est down, on est en train de remonter à la force des bras pour essayer de se remonter. Et quand on est up, on est en train de redescendre en mode ma cocotte, accélère pas trop, quoi. Ouais. Et cette lutte permanente pour rester au même niveau, elle est hyper violente avec soi. Et clairement, celle-là, moi, c'est ce que me disent les personnes qui suivent le programme Kiffe ton cycle. On l'a fait sauter en un programme, quoi. Mmh. En 6 semaines, ça a sauté, quoi. Et quand je dis 6 semaines, c'est 6 semaines, 30 minutes par semaine, hein. On n'est pas sur un gros truc, tu vois? Ouais, ouais, Donc complètement. ça, vraiment, c'est de l'information, de la compréhension et ça peut sauter. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est de souffrir. C'est pas normal d'avoir des douleurs physiques. C'est pas normal, de vouloir se jeter par la fenêtre tous les mois. Mmh. Quand je dis ça, je le dis avec le sourire, mais on sait ce qu'il y a derrière, hein. Je veux dire, Complètement. vraiment des pulsions, horribles tous les mois. C'est pas normal d'être, épuisé au point de pas pouvoir se lever, d'avoir l'impression qu'on a envie de pleurer toute la journée, mais dans un désespoir total. Tout ça n'est pas normal. Ça, c'est le signe qu'il y a une problématique. C'est pas normal non plus de considérer que c'est normal d'avoir des migraines tous les mois. Non, c'est pas Mmh. normal d'avoir des migraines tous les mois. Tu vois, toute la souffrance autour du cycle menstruel qu'on a banalisée, tellement banalisée que parfois on l'amène dans un cabinet médical et qu'on nous dit: «Bah oui, mais c'est normal, ça s'arrêtera à la ménopause». Tout ça n'est pas normal. Tout ça, c'est un signal. C'est vraiment le corps qui hurle. C'est un peu comme si le corps avait mis des warnings, tu sais, et qu'il faisait les clignotants qui warning dans tous les sens, et puis que tout le corps médical, tout l'entourage, etc., nous dit: «Ouais, bah écoute, c'est juste ça, quoi, c'est les règles, normal, quoi». Ouais, Non, ouais, tu es stressée, oui, tu vas avoir un bébé, c'est normal que tu sois stressée. Bah oui, ouais, c'est normal. Bah c'est ça. non, ouais, Non, OK. non, OK. c'est pas normal. Donc toute la souffrance, autant l'inconfort qui est lié aux fluctuations d'humeur et d'énergie, il est normal et on peut l'apprivoiser, danser avec et vraiment, kiffer. Autant la souffrance n'est pas normale. Et donc dès qu'il y a souffrance, on devrait être pris en charge. On devrait d'abord aller voir un médecin pour vérifier d'un point de vue pathologique qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, si le médecin, après avoir fait toutes les recherches d'usage, c'est-à-dire pas après nous avoir juste dit, derrière son médecin, son bureau: «C'est normal», hein. Ça, c'est pas une consultation médicale, ça. C'est juste, c'est Tu t'es juste, fait balader. voilà. Donc là, on va avoir quelqu'un d'autre, hein. Donc si c'était ça le truc. Mais si effectivement on a été suivi, écouté, accompagné, qu'on a fait des recherches au niveau, sanguin, tout ça, qu'on a regardé un peu ce qui se passait et que la réponse c'est: «Je peux rien pour vous, je suis désolée», si ce n'est prendre la pilule pour essayer de bloquer le truc. Là, pour le coup, on va pouvoir, dans l'accompagnement du mode de vie, mettre en place des choses qui vont permettre de rééquilibrer. Et moi, j'affirme aujourd'hui que le syndrome de prémenstruel, dans l'immense majorité des cas, nous, on est à plus de 90% des personnes qui ont suivi notre programme Kiffe ton syndrome prémenstruel en entier, donc Mmh. celles qui ont vraiment actionné, qui nous disent: «Il a disparu». Ça touche 80% de la population menstruée. Ouais. Donc c'est complètement dingue de se dire que finalement, un programme qui dure 12 semaines, encore une fois, on est sur du 30-40 minutes par semaine, un programme qui dure 12 semaines, qui permet de comprendre comment se fabrique le syndrome prémenstruel et comment on peut s'en débarrasser, a autant de résultats. Et on va avoir la même chose sur les problématiques de règles douloureuses. De la même façon, on a l'accompagnement du mode de vie, comprendre comment se fabrique la douleur, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et on va pouvoir diminuer, voire faire disparaître les règles douloureuses. Et ça, pour le coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de ne pas lâcher. Et Ouais. aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme le corps médical ne gère pas très bien, pour l'immense majorité, l'accompagnement du mode de vie,
et que, encore une fois, pour une majorité, mais il y en a de moins en moins. Il y en a de plus en plus qui se convertissent à notre cause. Ils ne renvoient pas vers nous parce que nous ne sommes Ouais. pas des médecins. Bah, Mmh. du coup, on perd les personnes qui souffrent dans le processus. Alors Mmh. qu'en réalité, il y a des choses à faire. Et on ne Ouais. devrait jamais accepter de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais c'est fou parce qu'il y a vraiment autour du cycle féminin et de la santé féminine en général, moi je sais que j'ai eu un souci il y a quelques années où j'avais des saignements entre mes règles et j'ai harcelé mes gynécos pour qu'on fasse quelque chose et tout ce qu'ils me disaient c'est: «Bah non, mais c'est pas grave, ça peut arriver». Bah où? D'où ça peut arriver en fait? Moi, on m'a appris à l'école que tu saignes une fois par mois et puis quand c'est fini, bah c'est fini. Je vais pas vivre une vie comme ça où j'ai des spottings et on me dit que c'est normal. Et en fait, je les ai tellement harcelés qu'ils ont fini par faire une exploration et ils ont trouvé des polypes qu'ils ont enlevés et maintenant c'est fini. Donc tu as tout ce truc de basé sur ce que tu dis, trouver le bon professionnel ou harceler le bon professionnel jusqu'à ce que tu trouves, mais ne pas lâcher, vraiment être, advocate, vraiment ne pas lâcher sur sa propre santé. Ouais, mais c'est difficile. C'est Mmh. difficile parce qu'en plus, quand on va voir un médecin et qu'il nous dit qu'on lui dit qu'on en a déjà vu d'autres, bah, en fait, il y a ce truc aussi de «confrérie» entre guillemets entre les médecins qui font que, bah, ils ont du mal à aller repasser sur, le travail qui a été fait par les autres. Donc Ouais. c'est difficile. Une fois qu'on est lancé, j'ai pris les livres de médecine pour, me renseigner un petit peu, de savoir comment les médecins se formaient, comment ça se passait et tout. Et il y a un des livres où ça m'a vraiment choquée, où en fait, il y a un des textes qui disait qu'une femme qui vient avec, une douleur aiguë a plus de chances d'avoir vraiment quelque chose qu'une femme qui vient avec un dossier énorme qui liste tous les moments où elle a souffert et tous les examens qu'elle a déjà faits. Et moi, cette phrase m'a retourné le cœur parce que je me suis dit: «OK, c'est ça le problème». En Mmh. fait, soit on est pris en charge rapidement par quelqu'un qui comprend le problème et donc quelque part, il va y avoir les examens vont s'enchaîner et on a des chances d'arriver à un diagnostic. Soit on rentre dans le processus de l'errance de diagnostic, qui est une spirale infernale Mmh. parce que plus il y a des médecins qui n'ont pas bien pris en charge les choses, plus le médecin suivant doute du fait qu'il y ait vraiment quelque chose. Ah, c'est fou quand même et tu te retrouves en cycle infernal, en fait. Ben, moi, je pense que c'est vraiment l'errance de diagnostic est une spirale, descendante Mmh. et en plus, moins tu te crois, plus tu entends des phrases à la noix du style, «C'est dans ta tête». Alors, oui, oui, hein, toutes les douleurs de toute notre vie seront dans notre tête. Qu'on soit bien d'accord avec ça, parce que c'est dans la tête que se gère le signal de la douleur. Donc toutes les douleurs de toute notre vie sont dans notre tête, mais Mmh. elles existent en fait, il Ouais, se passe quelque complètement. Il chose y a un dans le signal qui corps. est C'est un bien signal. quelque part, ouais, tout à fait. Voilà. OK. Et donc voilà, c'est vraiment essentiel pour moi de rappeler qu'il n'est pas normal de souffrir et qu'il y a des choses à faire. Et alors, tu vois, dans ce que tu disais par rapport au fait que tu harcelais les médecins, Ruth, sur tes saignements, que tu avais entre les règles, Mmh. ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on a aussi, notre rôle là-dedans, de reprendre notre pouvoir. C'est-à-dire, on a aussi tendance à aller voir les médecins en disant: «Trouvez-moi une solution». Mais Mmh. finalement, on arrive avec peu d'informations. Tu vois, moi, ce que j'aurais eu envie de te dire si on avait échangé ensemble et que tu avais vécu ça, j'aurais dit: «OK, est-ce que, tu suis ta température? À quel moment ça se passe dans ton cycle?» Tu vois? De reprendre ce pouvoir-là de connaissance et d'empowerment, d'arriver en disant: «Voilà, j'ai des saignements, au milieu de mon enfin, pendant mon cycle, mais ça arrive à tout moment de mon cycle». Ou j'ai des saignements, mais par exemple, ils arrivent en phase lutéale uniquement. Ce Ouais. qui déjà peut faire qu'on va aller chercher des informations différentes. Si ça arrive en phase lutéale, on va aller chercher, la qualité de ta progestérone, ce qui peut se Ouais. passer. Si tu me dis que ça arrive à tout moment du cycle, bah, du coup, effectivement, la question du polype ou du fibrome ou des choses comme ça peut plus se poser. Ouais. Et en fait, c'est aussi que, à la fois, clairement, que le corps médical soit beaucoup plus, axé sur la prise en compte de ce qu'on vit, mais aussi que nous, petit à petit, on soit plus capable de dire: «Ça m'arrive à ce moment-là, il y a ça qui est pas normal, il y a ça qui est pas no» et du coup, d'être tellement assuré que c'est pas OK, Ouais. que quelque part, on arrive devant un soignant avec cette certitude-là. Ouais, mais tu vois, ce qui m'a aidée, c'est que ce truc-là m'est arrivé après notre conversation et du coup, je suivais mon cycle, tu vois? Je suivais mon cycle, même si le fait que j'ai ces saignements entre les règles, rendait super difficile de savoir, OK, est-ce que c'est vraiment au milieu? Est-ce que c'est un peu avant? Mais heureusement, j'avais ce suivi-là, tu vois? Et heureusement aussi, je me disais moi, la pensée qui m'a vraiment guidée là-dedans, c'est: «En fait, je refuse de vivre comme ça». Donc, je vais continuer jusqu'à ce que quelqu'un me trouve une solution. Je ne veux pas vivre comme ça. Donc, s'il faut que j'aille voir tous les gynécos de France et d'Irlande, c'est ce que je ferai, mais je refuse de vivre comme ça. Et du coup, heureusement, j'avais ce suivi-là. J'avais un peu l'historique de ah, bah, t'as aussi un ectropion, t'as aussi ceci, t'as aussi cela. Et du coup, je ne lâchais pas.
tu vois. Et j'ai insisté pour avoir des prises de sang, j'ai insisté. Je suis passée pour une folle, mais j'étais là, ok, c'est pas grave, je passe pour une folle, mais je veux juste en avoir le cœur net et je ne veux pas vivre comme ça, en fait. Ah, mais c'est très inspirant, merci de passer ça parce que c'est pas évident d'aller chez un médecin et dire je veux les examens. Moi, je sais Ouais. que pour le syndrome des ovaires polykystiques, qui est un syndrome qui est très peu connu, et en plus je vais bien, Mm. j'ai pas de signaux extérieurs, Ouais. ben, quand je vais demander des examens qui sont essentiels pour suivre, pour vérifier que ça continue d'aller bien à mon médecin, j'ai l'impression de lui tordre le bras à chaque fois. Et pour autant, bah, je fais ce que tu fais, ce que tu as fait. Ouais. C'est-à-dire que oui, il y a la petite Gaëlle qui est là comme une toute petite face à la médecin qui se dit est-ce que je vais obtenir et en même temps qui lâche pas et qui dit bah non, j'ai besoin Ouais. de savoir. Le syndrome des ovaires polykystiques augmente énormément le risque de diabète de type 2. Eh bien, je veux suivre les signes de prédiabète. Bien sûr. Et en même temps, bah, même si j'ai en face de moi une médecin qui ne connaît pas le syndrome des ovaires polykystiques et qui du coup me dit oh il y a pas de raison parce qu'elle elle voit pas de signes. J'ai dit oui mais et elle m'a même prononcé cette phrase la dernière fois. Elle m'a dit mais je ne peux rien faire si le test revient mauvais en fait. Et moi je lui ai répondu mais le Magnum que j'ai mangé hier soir, on est d'accord que si le test il est mauvais je le mange pas ce soir. Ouais. Donc je dis peut-être que vous y pouvez rien médicalement mais moi j'y peux quelque chose pour ne pas arriver dans le stade de diabète. Ouais. Et le problème de la médecine occidentale, c'est vraiment qu'on nous fait arriver à des stades problématiques avant de faire la prise en charge parce Ouais. qu'il n'y a pas l'accompagnement du mode de vie. Alors que Exactement. quelqu'un qui est en pré-diabète, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire pour qu'on n'arrive pas au diabète. Complètement. Mais j'adore parce que c'est vraiment ce truc de, en fait, c'est à nous-mêmes d'être aux manettes de notre propre vie. Et ça, c'est super dur à faire dans un environnement où on te dit, bah, c'est dans ta tête, c'est normal, il y a ça, donc bah tiens, pendant qu'on fait l'exploration, je te mets un stérilet, comme ça, tu n'as plus de saignement. Non, je veux pas de stérilet. En fait, je veux que tu me trouves la cause. Et ensuite, bon, mais tu vas pas me foutre des hormones. Je veux juste que tu me dises, il va pas. Mais ouais, c'est vraiment un appel et je suis totalement d'accord avec toi à se dire: «On tient, même si c'est inconfortable, même si on passe pour une folle, même si on se dit: "C'est un peu exagéré, je psychote", il vaut mieux psychoter, en fait, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses». Et il y a des choses qui peuvent être intéressantes à faire, hein, vraiment, c'est, par exemple, de pas aller toute seule à un rendez-vous si on sent que c'est compliqué. Bah oui, on peut trouver des copines en qui on a confiance, des personnes à qui on dit vraiment: «S'il te plaît, aide-moi à pas lâcher, quoi». Ouais. Parce que non, je veux pas ressortir avec, juste une prescription de pilules ou de stérilet sans avoir la raison. Mais Ouais. ça, c'est difficile quand on est tout seul face à un médecin. Vraiment. Quand il y a quelqu'un d'autre avec nous qui est pas concerné, bah, ça peut aussi aider. Ça peut être, ça peut faire partie des choses, ça. Ou alors, assumer qu'on est toute seule, et cetera, mais avoir des copines à appeler en sortant. Moi, je sais que je sors de mes rendez-vous et j'appelle Sophie Laure et je lui dis: «Mais tu te rends compte, elle m'a encore dit que» et voilà et en même temps, ça fait du bien parce que quelque part, on se fait recoucouner ou j'en parle à mon conjoint qui est à fond avec moi et on se fait recoucouner par des personnes, autour de nous. Mais voilà, avoir conscience que oui, aujourd'hui, ça peut être vraiment un combat d'aller à la recherche, du bien-être menstruel parce que c'est tellement intégré que le mal-être est normal et que tant que, voilà, enfin ces phrases: «On n'en meurt pas», «Oui, bah, c'est bon», ouais. Mais moi, je les ai entendues encore il y a pas longtemps à propos de jeunes même. J'étais terrifiée d'entendre ça où, en fait, c'était, sur une conférence sur le sport et donc, bah, moi, j'intervenais sur la partie, les règles, dans le sport et il y avait un professeur d'éducation sportive, je sais plus comment on dit EPS, mais je crois que ça a changé aujourd'hui. C'est ce que je disais aussi, ça va, allons-y. Qui disait, «Oui, mais en fait, c'est compliqué parce que ça leur donne une bonne raison et cetera» et en fait, il y a une espèce de normalisation, on exclut les jeunes et en même temps, on les fait porter le fardeau de ne pas pouvoir suivre les choses. Tu vois, il y a un truc un peu gloubi-boulguesque et j'aime pas ça. Ouais. Parce que je pense que si à nos jeunes, on pouvait lui dire: «Tu as mal? OK. Écoute, si tu as mal, on va t'accompagner et faire en sorte que ça aille mieux. Tu as pas mal? Tu es fatigué? Ouais, c'est pas normal en vrai d'être fatigué quand on a ses règles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter les choses? Tu as pas mal? Tu as la méga pêche? Vas-y à fond et kiffe» et si on pouvait apporter juste cette parole bienveillante où on se met à croire les gens, où on se met à les écouter, à les accompagner, bah, tout se passerait beaucoup mieux en fait. Ouais. Après, c'est vrai qu'on est dans une société quand même qui est très, linéaire, qui est calquée sur le fonctionnement des hommes et qui est calquée sur, tu fais, tu marches en fait. Tu avances, tu Ouais, mais t'écoutes tu pas vois, forcément, tu fais rien de ta cyclicité. En fait, on n'en veut pas, juste, tu marches et du coup, comment est-ce qu'on devient ou alors comment est-ce qu'on fait la paix avec notre cyclicité dans cette société qui est complètement pas cyclique et qui est complètement linéaire? Comment on fait?
Alors moi, j'ai envie juste de challenger l'idée que la société est pas cyclique aujourd'hui. Je veux dire, on a une épidémie de burn-out, hommes comme femmes, autour de nous. Mmh. L'intégralité du vivant est cyclique. L'intégralité du vivant est cyclique. Mmh. Je ne vois pas comment nous, êtres humains, on se serait exonérés de ce truc-là. Donc je ne suis pas d'accord avec le fait que les hommes ne sont pas cycliques. Mmh. Par contre, on ait construit une société dans laquelle on épuise jusqu'à plus soif les gens C'est qui ça. tombent comme des mouches les uns après les autres, hommes comme femmes, Mmh. et que ça soit plus violent dans le vécu pour les femmes qui ont cette cyclicité interne du cycle menstruel, oui. Tu vois la Mmh. différence ou pas? Mais pour Non, moi, je suis totalement d'accord. Avec quand même ce petit bémol j'ai l'impression qu'on s'inclut pas dans le vivant. Tu vois? ouais, mais ça, c'est un Voilà. problème, ça. Tu Tu vois vois, ce que je veux dire? C'est c'est ça. parce qu'on a une conscience, qu'on a des C'est croyances, que exactement tout ça. ça, bah, après, C'est ça, ça. on pourra en parler longtemps. Mais Ouais. je vois pas comment on peut considérer qu'on est exclu du vivant aujourd'hui. Enfin, Mmh. bah, mais un truc tout bête, je veux dire, si on n'est pas dans le vivant, ok, qu'est-ce qui fait qu'on dort, en fait? Non, moi, pour moi, on en fait partie. Pour moi, on est tous interconnectés avec notre terre, avec les animaux, avec la lune, avec les saisons. Sauf que je trouve que dans notre façon de fonctionner, en tant que société occidentale, l'être humain ne fait pas partie du vivant. On va étudier le vivant, mais on est un peu à côté, un peu au-dessus. Ah Tu oui, vois? mais complètement. Mais à Voilà. qui profite ce crime? Bah, sûrement pas à nous, à personne, clairement. Ah bah si, moi, je pense qu'il profite à des gens. Mmh. Mais à qui? C'est une vraie question. Mais c'est parce que pour moi, c'est un crime qu'on est en train de faire, hein, clairement. Et Complètement. clairement, je pense que là où les femmes sont plus en résistance avec ça, c'est qu'à l'intérieur, on a quelque chose qui nous impose ces fluctuations. Et c'est là Mmh. où il y a une forme de résistance qui s'instaure. Mais voilà, je challenge l'idée que les hommes ne sont pas cycliques parce que la plupart des hommes avec lesquels j'ai pu travailler et qui ont même lu mon livre, etc., me disent: «Mais Gaëlle, moi, il y a des jours où je me sens clairement debout sur ma planche. Il y a des jours où je me sens clairement», parce que je présente la métaphore du cycle, du surf dans le cycle, dans mon livre. Et donc, les hommes me disent: «Vraiment, je sens, moi, ces fluctuations d'humeur et d'énergie». Je peux pas les dire, mais on s'en fout parce que c'est pas si dérangeant qu'un homme soit fatigué. Enfin, je veux dire, Ouais. en vrai. C'est-à-dire un homme qui arrive, le matin au boulot, qui fait: «Ah, je suis crevé aujourd'hui». En vrai, c'est pas si dérangeant. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pour ça que je challenge l'idée de savoir qu'ils sont pas cycliques. Mmh. Parce que moi, ce que je vois, c'est que, bah, les hommes s'autorisent aussi des choses que nous, on s'autorise pas forcément. Très vrai. Parce qu'on est en Très train de vrai. lutter contre ça à l'intérieur de nous et qu'on pense que c'est pas OK. Mmh. Alors qu'eux, ils débarquent le matin, ils disent: «Ouais, je suis crevé». Moi, j'ai vu des hommes débarquer parfois à 11h au boulot, disant: «Ouais, j'étais vraiment épuisé, je me suis rendormie». En vrai, assez iso quoi, assez tranquille. C'est vrai. Donc je le pose là, voilà. Mmh. Après on en fait ce qu'on veut, mais et Ouais, je pense que tout le vivant est cyclique et qu'on l'est tout autant que les autres. Après comment complètement. faire, la paix avec ça? C'est ce que tu me demandais tout à l'heure. Eh bien, c'est d'enrichir chacune de ces phases, chacune de ces énergies. Là où notre société actuellement a tendance à considérer qu'il y a des moments où on est une personne bien et des moments où on est une personne pas bien. Donc quand j'ai plein d'énergie, que je suis à fond, que j'ai la pêche, que machin et cetera, je suis une femme géniale, genre salary woman à fond et tout, Ouais. géniale, entrepreneuse. Quand je suis en train de nourrir le lien, d'interagir, d'interconnecter avec les gens, d'être là aux soins, de prendre soin, et cetera, je suis aussi une femme qui est dans son rôle de femme et donc qui est valorisée par la société. Quand je reviens à moi, que je me demande qu'est-ce qui va pas, que je commence à regarder ce qui me convient pas dans ma vie, quand je commence à avoir, l'envie de peut-être plus, d'émancipation aussi, bah, là, d'un seul coup, on se rapproche quand même de l'archétype de la sorcière, hein, tu vois? De quelque chose de dérangeant pour la société. Et alors, quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de me ressourcer, là, je suis la feignasse, je suis la limace, je suis le phoque sur son canapé. Et bien sûr que personne n'a envie d'être ça. Et tu vois à quel point on a catégorisé les choses. Et réenrichir ça, ça se passe comment concrètement? Bah, déjà, c'est de commencer à mettre, tu sais, je fais une école de coaching en ce moment, on appelle ça les principes d'équilibre et de symétrie. C'est-à-dire l'équilibre, c'est se dire que dans quelque chose, il y a toujours autre chose. Alors, moi, j'aime bien aller chercher d'abord dans ce qu'on considère comme positif, à quel point ça ne l'est peut-être pas partout. Quand, par exemple, je me sens en pleine énergie d'action, de faire, de bouger, d'aller vite, et cetera. Donc ça, c'est, donc la phase du cycle menstruel en général, entre les règles et l'ovulation. Donc moi, j'appelle ça la prise d'élan en surf, tu vois? Je me mets en action, je me mets en mouvement. Et bien, dans cette phase-là, qu'est-ce qui peut se passer de problématique? Bah, par exemple, les personnes qui vont beaucoup moins vite que moi, j'ai juste envie de les écraser comme des mouches. J'ai juste envie de les tuer. Donc en tant que manageuse, je peux être assez cinglante, assez désagréable. Parce que vraiment, toi toi qui vas lentement ce matin, tu m'insupportes. Donc on peut être assez, tyrannique finalement dans cette phase-là
On peut aussi, moi, par exemple, je vois que dans cette phase-là, je voyais ma fille quand elle était petite comme un boulet que j'avais l'impression de tirer. Je supportais difficilement la sensation d'être ralentie. En tant que maman, j'étais pas la maman la plus fun du monde, quoi. C'était: «Dépêche-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi?» Ouais. Mais sauf que comme tout ça se faisait avec le sourire, plutôt sympa, que j'explosais pas, bah, du coup, tout ça était potentiellement valorisé par la société. Mais si j'étais tout le temps dans cette énergie-là, bah, il y a quand même des pans de ma vie qui seraient pas fun, quoi. Et en contrepartie, si j'étais tout le temps dans cette énergie-là, ce qui s'est passé quand j'étais en syndrome des ovaires polykystiques, pas bien réglé, parce que j'ai passé une grosse partie de ma vie dans cette, énergie-là, bah, en fait, c'est le risque de surmenage. Parce que je suis toujours en suractivité, je dors peu, je mange pas très bien, parce que je prends pas beaucoup d'attention à ce que je mange à ce moment-là de ma vie, parce que tout est tourné vers l'action. Là, on voit que déjà, il y a un peu plus d'équilibre dans ce que je dis. Est-ce que c'est pas aussi dans cette phase que tu as un risque de commencer ou de disperser ton énergie n'importe comment? Tu vois, typiquement, je m'en suis rendu compte à mon dernier cycle, juste après mes règles. C'est là: «Oh, j'ai envie de cuisiner des trucs». Tu vas cuisiner un truc. J'ai fait une focaccia, des pains à burger, un gâteau. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas boulangère. Mais j'ai fait genre 4 ou 5 préparations et ma famille était là: «Oh, c'est trop cool, c'est trop bon». J'étais là: «Non, I'm not well, guys. Ça va pas là. C'est pas normal». C'est aussi dans cette phase-là qu'il faut faire attention à ça. En fait, ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est que si elle est mal préparée par les phases d'avant, on peut clairement disséminer toute son énergie. Moi, j'aime bien dire, tu sais, c'est le truc où le matin, tu arrives, tu as plein d'énergie. Tu te mets à ouvrir 10 000 onglets. À côté de ça, tu prépares un truc, tu commences un truc, machin, et tu te retournes le soir à 21h, tu es chez toi et tu fais: «Putain, j'ai rien fini». C'est ça. OK? Ouais. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans la phase qui précède, on est censé être posé sur notre planche, on est censé être tranquille. C'est la phase de repos qui est concomitante en général avec la phase des règles. Dans cette phase-là, c'est une phase où on est censé préparer les plans. C'est-à-dire qu'on est tranquille sur son canapé, tu vois, un peu comme l'architecte est tranquille à sa table de travail et on fabrique les plans avant d'aller les faire quand on se met dans l'action après. Sauf que quand on supporte pas d'être un phoque de canapé, quand on supporte pas d'être cette personne qui se repose et qui prend du recul, bah, on prépare pas les plans. Et donc, on arrive sur le chantier avec plein d'énergie, plein d'envie, les plans sont pas faits. Et donc, on ouvre, on se met à mettre des fenêtres n'importe où, des portes n'importe où, des machins, et puis on se retrouve avec quelque chose à la maison, elle aura jamais de toit, quoi. Elle tiendra jamais debout. Ouais. Et c'est bien ça le problème. Tu vois, dans l'équilibre, si on reprend les avantages d'avoir ces temps de recul et de repos, c'est qu'on va se ressourcer. Déjà, c'est important de se ressourcer. Vraiment, quand on voit l'épidémie de burn-out, c'est hyper important de se ressourcer. Mais on va aussi prendre du recul sur l'action. Et dans cette prise de recul sur l'action, ce qui est important va nous apparaître. Tiens, ce truc-là, c'est quand même hyper important. C'est un projet que j'ai vraiment envie de faire, qui est important pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il se réalise? Parce que là, on a le temps. On est tranquille, on est posé. Et donc, on a le temps de se demander qu'est-ce que je dois faire. Et on a aussi le temps de se dire, attends, ces projets-là dans lesquels je me disperse, ils servent pas à mon grand pourquoi. Donc moi, c'est aussi le moment où je vais pouvoir couper des trucs et peut-être rappeler des partenaires en disant, écoute, désolé, mais là, en vrai, on va pas y aller parce que trop d'énergie, trop de ressources pour moi, je les ai pas et j'ai besoin de nourrir mon pourquoi. Et donc, parce que j'ai fait les plans quand j'étais posée sur ma planche, quand j'étais dans la période des règles, quand je me reposais, eh bien, quand l'énergie arrive, quand la vague arrive et que j'ai plein d'énergie et que je me mets en prise d'élan, mais en fait, j'ai plus qu'à suivre mon plan. Et donc là, j'ai pas 15 000 onglets ouverts dans tous les sens, j'ai pas commencé 15 000 trucs, je suis mon plan. Donc, tu vois, l'avatar du truc, c'est ça. Ensuite, quand on est debout sur notre planche, donc quand on est dans la période de l'ovulation, debout sur la planche parce qu'on rayonne, en fait, c'est vraiment le moment et on prend soin des autres, etc. C'est génial, mais en fait, je nourris les relations. Ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est de nourrir les relations, le plaisir des sens et tout ça. Si j'étais en permanence dans cette énergie-là, clairement, je me retourne à 80 balais, je regarde ma vie et je l'ai vécu à côté de mes pompes. Je n'ai fait que nourrir les relations, ce qui est important. Mais à aucun moment, je me suis nourrie moi-même de qu'est-ce que j'ai envie. Et donc, c'est un archétype dans lequel on peut s'oublier. Et c'est génial qu'il arrive à un moment de notre vie parce que c'est cool de s'oublier aussi au service des autres. Moi, j'adore ça, avoir passé du temps à contribuer, avoir passé du temps avec ma fille. Mais si je ne faisais que ça, il y a aucun moment où je vis ma vie dans mes chaussures. Et donc, c'est ça que nous proposent les autres phases qui sont moins valorisées. Quand on est dans le tube de la vague, c'est la période prémenstruelle, cette période où ça chahute potentiellement, etc. Mais c'est une période qui nous invite à revenir à nous, concrètement. T'es qui, toi, là-dedans? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie ou celle de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs qui te saoulent dans ta vie à tel point qu'il faudrait qu'elles sortent parce que tous les mois, ça revient?
tous les mois, tu ne supportes pas les chaussettes sales, tous les mois, il y a des trucs dans ta vie qui sont insupportables et ça se révèle à toi. C'est vraiment une période où ça se révèle. Et donc, la période prémenstruelle, on a tendance à penser de nous qu'on est hystérique. D'ailleurs, c'est à cause de cette période-là que le mot hystérique a été créé. C'est un mot qui vient de utérus. Et on a tendance à dévaloriser nos propres émotions. Parce que la société nous dit, mais t'es en furie là, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, en fait, je suis en furie parce que juste, il n'y a rien qui va dans ce qui est en train de se passer là. Donc, C'était pas mon projet. Voilà, et je serais beaucoup moins en furie si globalement les choses m'allaient bien. Sauf qu'en fait, quand j'étais en prise d'élan, j'agissais, donc je me posais pas la question de est-ce que c'est ma vie? Quand je suis debout sur ma planche au moment de l'ovulation, je nourris les relations, donc je suis pas en train de me poser la question est-ce que je vis une vie qui me convient? Eh bien oui, quand j'arrive dans le tube de la vague, quand le soleil arrive un peu moins à moi, quand je suis moins lumineuse, mais quand je suis plus à l'intérieur de moi, c'est peut-être moins confortable pour les autres, c'est moins confortable pour moi aussi, mais ça densifie ma vie. Parce que d'un seul coup, je me dis, ouais, c'est quoi la vie que je suis en train de vivre là? Alors oui, ça fait des explosions. Oui, ça peut tout envoyer bouler. Oui, ça me fait douter de moi. Mais en fait, douter de moi avec la conscience que c'est normal de douter de moi à ce moment-là, ne me fait pas perdre le fil de mes projets. Et en plus, comme tu as la phase après d'architecte, de plan, de phoque de canapé, où tous ces trucs qui t'ont emmerdé, tu peux te poser dessus et te dire, OK, je suis aux manettes, c'est moi qui suis au volant. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire quand mon énergie va revenir? C'est ça. Et donc, si on redensifie toutes les phases et qu'on considère que, en fait, en avoir considéré certaines comme bonnes et certaines comme mauvaises, c'est une aberration. Parce que l'une sans les autres, toute seule, ça va à un truc pas cool. Parce qu'en même temps, si j'étais tout le temps en mode phoque de canapé, ça irait pas non plus. Tu vois? Donc, si j'étais tout le temps posée sur ma planche, ça irait pas. Si j'étais tout le temps dans le tube de la vague avec ces atermoiements, ces questionnements intérieurs, etc., ça irait pas non plus. Ce qui est génial, c'est que c'est impermanent. Et ce qui est génial, c'est qu'on passe par toutes ces phases tous les mois. Et waouh, comment ça nous soutient dans nos projets en réalité. OK, donc une personne qui lutte un peu avec son cycle, on l'encourage à s'assurer que ça va, qu'elle n'est pas en souffrance physique, qu'il n'y a pas des causes physiologiques, organiques. Elle y va, elle trouve son médecin, elle en essaye plusieurs, elle trouve sa réponse. Et ensuite, elle peut rentrer là-dedans. Et une personne qui n'a pas de substrat physique, on va dire, organique à tout ça, elle se sert de son cycle comme ça. C'est ça, exactement. Elle apprend à quel point c'est un bénéfice dans toutes les phases, même celles qu'on a du mal à supporter. Elle redensifie sa vie, réellement. Et là, oui, on s'amuse là, pour le coup, on fait des super sessions de surf. OK, merci pour ce topo. Sachant que ton livre est là, moi, je sais que je m'étais inscrite au programme Kiffe ton SPM, que comme une mauvaise élève du fond de la classe, je n'ai pas fait jusqu'au bout, mais je vais aller jusqu'au bout. Il est accessible à vie, donc tu peux y retourner quand tu veux. Moi, je sais. Les personnes qui me disent, mais tranquille, juste remotivez-vous pour y retourner. Ouais, ça va être un de mes objectifs 2025. En plus, maintenant que je te l'ai dit et que je le dis sur le podcast, je vais le faire, c'est certain. Donc, comme je te disais en début, pour moi, notre conversation, elle m'a beaucoup aidée. Sauf que j'ai l'impression que plus je prends de l'âge, la quarantaine est vraiment pas très loin, les fluctuations sont plus importantes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est avéré? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que je mets plus d'attention là-dessus? Les deux sont tout à fait possibles. Ce qui se passe, c'est que la préménopause, donc la partie qui précède la ménopause, elle peut durer jusqu'à 10 ans, une dizaine d'années. Sachant que l'âge moyen de la ménopause, c'est 51 ans, 51 virgule quelque chose. Forcément, aux alentours du début de la quarantaine, ça peut commencer à sentir que ça bouge. Donc effectivement, il peut y avoir ces fluctuations plus importantes. Et il y a aussi le fait que quand on y prête de l'attention, on les voit, on les repère et on surfe dessus sur des plus grosses vagues aussi parce qu'on prend vraiment ça comme une... Mais voilà, c'est aussi quand ça peut bouger. Et ce qui est génial dans le fait que ça bouge, c'est que c'est une vraie proposition du corps de régler les choses avant la ménopause. C'est vraiment une proposition super fun de se dire, finalement, à la ménopause, il y a quand même plein de choses qui vont s'arrêter. La sécrétion des oestrogènes, en tout cas en très grande partie, il va y avoir un peu de prise de relais par les cellules adipeuses, mais très très peu. La sécrétion de progestérone va s'arrêter aussi. Et c'est des hormones qui nous soutiennent énormément, aussi bien le système osseux que cardiovasculaire, que cognitif. Donc, c'est vraiment des hormones qui nous soutiennent énormément. Et donc, le fait que ça bouge et que quelque part, ça se rappelle un peu plus à nous, c'est le message de dire c'est maintenant qu'il va falloir que tu vérifies que tu as bien fait des choses pour que quand on arrive à la ménopause, on soit en pleine forme, toi et moi, mon corps. Quoi. Voilà. Et donc, là, la proposition, ça va être effectivement de porter un peu plus attention à ce qui se passe. Si, par exemple, le syndrome prémenstruel
devient de plus en plus saillant, de plus en plus présent, c'est le moment d'aller suivre un programme comme Kiffe ton syndrome prémenstruel. En tout cas, c'est vraiment le moment de ne pas louper parce que plein de personnes me disent mais vivement la ménopause. En fait, à la ménopause, tu n'auras plus les signaux, mais les problèmes qui ont fait que tu avais un syndrome prémenstruel, ils seront toujours là et tu n'auras plus le signal. Donc, en gros, tu as coupé la tête du messager, mais ton corps n'est pas en santé. Moi, je remercie chaque jour ma maladie parce qu'elle m'oblige à avoir une attention à ma santé et que certainement, je pourrais peut-être avoir une chance de finir en meilleure santé grâce à ça que si j'avais pas eu la maladie et que j'avais traversé sans me poser de questions. Donc, si je sens que ça s'empire, oui, c'est peut-être parce que j'y porte plus attention, mais aussi parce que j'approche de la quarantaine. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire tous ces changements de mode de vie, d'accompagner le mode de vie, en fait. C'est ça. Tu as une fenêtre de tir. Vraiment, on voit ça comme ça. Tu as une fenêtre de tir pour faire en sorte de faire tous les petits réglages avant de plus avoir le signal. Parce qu'en fait, il y a certaines civilisations où on considère que la ménopause, c'est devenue une femme sage. C'est-à-dire avoir eu tous les enseignements de la période cyclique et être complètement capable de gérer ça sans avoir besoin des soutiens de tous les warnings qu'on a dans notre vie cyclique. Mais si on les a ignorés, en fait, on arrive à la ménopause et effectivement, on va avoir pas mal de problèmes qui vont s'empirer, etc. Parce qu'on n'aura pas fait les choses de base. Alors, je vais faire ma curieuse, mais j'ai envie de savoir ce qui m'attend. Tu vois, avec la périménopause, avec la ménopause, et je sais que tu as travaillé dessus avec Kiffe ton cycle. Je sais que tu as proposé des sommets autour de la ménopause. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui attend les auditrices du podcast qui ont globalement mon âge, ton âge? Qu'est-ce qui nous attend, en fait? Ce qui nous attend, c'est un déclin hormonal, ce qui ne parle pas de notre déclin à nous. Un déclin hormonal. Non, mais c'est hyper important parce qu'on a beaucoup associé les deux. C'est un déclin hormonal qui va avoir des conséquences sur notre vie. Ce qui nous attend, c'est que, effectivement, déjà, avant d'arriver à la ménopause, ce cycle un peu erratique, peut-être qu'il était hyper régulier, peut-être qu'on l'avait bien compris, que tout se passait bien, puis d'un seul coup, il va se mettre à se raccourcir ou à s'allonger. Et puis petit à petit, à s'allonger de plus en plus, et à un moment, il s'arrête. Mais il va y avoir ce phénomène d'accordéon. Et donc, peut-être que tu vas avoir un moment, tes règles toutes les 2 semaines, 2 semaines et demie. Et puis ensuite, pas de règles pendant 3 mois. Et puis ensuite, voilà. Donc, il va y avoir ce truc où tu vas te sentir perdu. Et j'ai envie de dire que si on regarde à l'aune du cycle dont je parlais tout à l'heure, finalement, c'est le tube de la vague de notre cycle, de vie cyclique, en fait. On comprend que la vie cyclique a globalement elle aussi un cycle, on arrive dans le tube de la vague, cette période inconfortable, mais qui nous permet de faire des ajustements. C'est exactement ça que nous propose le cycle. Donc oui, il va y avoir un inconfort potentiel sur la prévisibilité, parce que ça va devenir de moins en moins prévisible. Sur notre capacité à nous observer, je reconnaissais hyper facilement ma période ovulatoire, et puis d'un seul coup, je la reconnais moins bien. Ou alors, boum, j'ai des saignements, des vrais saignements, mais j'ai pas ovulé pendant le cycle, parce que j'ai eu un cycle anovulatoire. Alors du coup, moi qui avais pris l'habitude de pouvoir prévoir quand est-ce que j'avais mes règles parce que je savais repérer ma période ovulatoire, d'un seul coup, c'est plus le cas. Donc voilà, il va y avoir ça. Et puis il va y avoir certains symptômes qui peuvent s'accentuer. Comme je le disais, le syndrome prémenstruel qui s'accentue dans la périménopause, qui nous propose de vraiment être plus à l'écoute de comment notre mode de vie impacte notre cycle menstruel et notre corps en général, parce qu'on parle du cycle, mais en réalité, c'est un impact général sur le corps. C'est souvent une période dans laquelle, par exemple, au niveau professionnel, on va avoir beaucoup de stress parce qu'on est en train de développer quelque chose. C'est des phases de vie et le stress impacte notre vie. La sédentarité, notre alimentation, tout ça. Donc, c'est des moments où on va pouvoir aller explorer tout ça de façon à justement ne pas laisser partir dans un mal-être. Ça va être aussi des moments potentiellement de choses qui vont venir nous choper qu'on n'a jamais vécu, des bouffées de chaleur, par exemple, de sentir qu'on prend plus de poids qu'on en prenait avant, de sentir que peut-être notre peau devient plus fine et donc on va avoir plus de sensibilité. Et donc, il va falloir qu'on réinvente toute notre vie avec tout ça. Et j'ai envie de dire, vraiment, on peut voir ça comme du coup un déclin et se dire: «Ah, c'est une catastrophe, date de péremption, machin, tout ça». Mais on peut aussi voir ça comme un vrai cadeau, de se dire qu'on va devoir réinventer les choses avec des règles à nous. C'est-à-dire que là où quelque part jusque-là, on a un peu fait à la façon de la société, y compris dans la sexualité, y compris dans notre rapport à nous, y compris dans comment on a eu de l'abnégation pour les autres, et cetera. D'un seul coup, on va avoir des trucs qui vont nous mettre des coups de frein et on va être obligé de dire: «OK, qui je suis moi là-dedans? Qui je suis quand, en codir, je me mets à rougir, rouge écarlate parce que clairement je deviens toute chaude et cetera. Qui je suis? Est-ce que je suis celle qui dit: voilà,
j'ai mon éventail avec marqué putain de bouffée de chaleur dessus. Et, J'adore. je l'envoie à la tête de tout le monde et quelque part, Ah, je l'assume et je le vis pleinement. Ou ouais. est-ce que je suis celle qui se diminue par rapport à ça? Est-ce que je suis celle qui propose de réinventer la sexualité dans son couple parce que il y a des choses qui me satisfont moins, parce que peut-être plus de sécheresse, etc. Ou est-ce que je suis celle qui continue de subir et est pas bien là-dedans? En fait, ça nous propose vraiment de nous réinventer. Et Mmh. j'ai envie de faire le parallèle ici entre la phase de périménopause, tout ce qu'il y a autour de la ménopause, et la phase de la puberté, où on sait que il y avait des atermoiements, mais qui amènent à ce qu'on choisisse à un moment des voies. Ouais. En fait, la périménopause, c'est la même chose dans l'autre sens, mais c'est le même chemin. Donc en fait, c'est vraiment une, opportunité, comme une loupe sur un moment de te dire: «OK, là, c'est le moment où il faut que tu apprennes à te co» enfin il faut. C'est le moment idéal pour, si tu l'as pas fait avant, apprendre à te connaître, voire à te redécouvrir, à définir ce qui est juste pour toi, à porter ta voix, à trouver ta voix, à gérer ton stress, à faire le ménage dans ta vie dans tous les sens du terme. C'est ça, en fait. C'est ça, moi qui suis en train de devenir une femme sage, qu'est-ce que je fais en sorte qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour l'être vraiment? Oh, j'adore. OK. Alors ça correspond à, on est dans le creux de la vague, Ouais, dans le quand tube de la vague. dans le tube de la vague. Quand tout ça s'arrête, on reste sur quelle phase? On reste pas dans le tube de la vague, rassure-moi. Alors, d'un point de vue cyclique, non, en fait, quand tout ça s'arrête, d'un point de vue purement cyclique, on va se poser sur notre planche, parce que c'est la fin de ce cycle-là. Donc il peut y avoir effectivement, en termes d'énergie, par exemple, des sensations de chute d'énergie, de se traîner, d'avoir un cerveau qui est un peu moins efficace aussi, hein, vraiment cette sensation, on en parle, hein, le syndrome du neurone unique, on en parle au moment de De la au moment de grossesse. la grossesse, mais en Ouais. fait, on revit un peu des choses qui sont analogues, potentiellement, dans cette période de ménopause. Ouais, mais qui je suis aussi, moi, quand ça connecte un peu moins vite, tu vois? C'est aussi cette proposition vraiment de revenir à soi, même si c'est inconfortable. Mmh. Et puis à un moment, le corps retrouve une forme d'équilibre sans ces apports hormonaux. Et cet équilibre, alors ça, c'est très variable d'une personne à l'autre, hein, mais quand cet équilibre est retrouvé, il y a autre chose qui se joue. Il y a plus cette cyclicité mensuelle, menstruelle, mais en réalité, comme je te le disais tout à l'heure quand je te challengeais sur les hommes, en réalité, à nous de recréer une forme de cyclicité. Et je te rappelle là justement les pensées de certaines civilisations qui parlaient de sagesse. Il y a aussi qu'en réalité, on n'a plus besoin du support du cycle pour savoir. Il va falloir avoir des moments où on va accélérer, mais aussi des moments de décélération, des moments pour revenir à soi et aussi des moments pour servir les autres. Et quand on voit des femmes âgées, épanouies, moi, je les regarde et je vois qu'elles font ça. Je vois qu'elles prennent des temps pour elles. Et je vois aussi qu'elles prennent des temps pour nourrir les relations familiales. Je vois que elles ont des moments où elles envoient tout bouler, où elles font des gros ménages dans leur vie, et aussi des moments où elles sont à fond à faire plein de trucs. Moi, je vois ma mère et je vois ça. J'adore. Quelle chance Mais c'est d'avoir ce sous modèle. notre responsabilité là. Mmh. C'est plus sous la responsabilité de nos hormones. OK. J'ai un peu moins peur de cette phase, du coup. Je suis curieuse de voir ce qui va arriver. Et après t'avoir écoutée, on est toutes convaincues. On est toutes convaincues que le cycle est notre allié, on va le suivre, on va s'en servir comme d'un outil, on va apprendre à mieux se connaître à travers ce cycle. Comment on embarque le reste du monde, en fait, les personnes qui n'ont pas de cycle? On leur fait D'accord, parce que comprendre j'allais dire que OK, si tu me dis qu'on est convaincus, parce que comment on embarque celles qui ont pas envie d'être convaincues? Ça, non, on non, les non, embarque pas, on les non, laisse. non, non, complètement. Mais le reste du monde, les personnes qui n'ont pas de règles, qui savent pas ce que c'est, qui comprennent pas trop, comment on leur fait passer le message à eux ou à elles? Déjà, moi, j'ai envie de poser ici que les personnes non menstruées sont bien souvent très en demande d'avoir de l'information. Donc moi, aujourd'hui, je ne considère pas que le monde se divise en 2, les personnes qui vivent, l'expérience de la menstruation et les autres. Je pense réellement que on peut faire corps. Moi, j'aime bien dire au début de chacune de mes conférences, notamment quand c'est du mixte, un public mixte, je pose cette question et je dis: «À votre avis, ça concerne quel pourcentage de la population, les menstruations?» Et du coup, là, il y a plein de réponses qui fusent. En général, entre 30 et 50, puisque les personnes se disent: «Oui, mais il y a celles qui ont pu, leurs règles ou qui ne les ont pas encore». Et en fait, je dis: «Mais vous savez que 100 de la population est née de ce phénomène?» Et rien que de poser ça, permet de réimplanter en fait, on est tous nés de ce phénomène. Tellement vrai. Et quand on pose ça, d'un seul coup, vraiment, moi, je vois les visages concernés. Des personnes qui sont visiblement non menstruées, je ne peux pas le savoir, mais voilà, les hommes cis que j'ai en face de moi, je sais qu'ils ne vivent pas cette expérience-là. Et du coup, je vois vraiment les visages concernés. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est de dire qu'ils ont besoin d'informations. Mmh. Nous, quand on intervient avec les ambassadrices Kiffe ton cycle dans des établissements scolaires, on intervient en mixte. On fait un escape game où on fait jouer garçons et filles ensemble Génial. pour jouer avec les mots du cycle menstruel, et ensuite on parle ensemble de ça.
Et en réalité, les jeunes garçons sont hyper intéressés par le sujet et les adultes le sont aussi et donc ils ont besoin d'avoir l'accès facile à l'information. Donc comment on les embarque dedans? Peut-être déjà en leur faisant écouter ce genre de podcast, en leur proposant, on les oblige pas, on n'oblige personne, hein, mais on leur Complètement. propose et puis en faisant rentrer cette question, de l'éducation menstruelle dans toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire effectivement à l'école, mais aussi dans les entreprises, que ça devienne normal, que ça soit pas un problème qu'un homme se retrouve à un moment face à une petite panière avec des protections périodiques sur lesquelles il y a marqué «en cas d'urgence». C'est pas un problème pour eux, mais ils l'ont jamais vu, c'est quelque chose qui n'est pas pensé. Donc on le pense. On pense Ouais. comment on fait pour qu'on crée des espaces, des entreprises, des espaces de travail qui soient, period friendly en fait, qui soient et donc où c'est possible de poser ces mots-là, mais c'est aussi possible, par exemple, de changer d'assise, d'avoir, un ballon. Parce qu'aujourd'hui, avoir du mouvement dans mon bassin, ça va me faire plus de bien qu'autre chose et hop, il y a des ballons et donc du coup, c'est normal et puis un jour, un homme se dit: «Tiens, moi aussi avoir du mouvement dans mon bassin aujourd'hui, ça me ferait du bien» et du Ouais. coup, va aussi prendre le ballon et c'est ça, en fait, on remet cette cyclicité ou ce mouvement au cœur de tous nos écosystèmes. On en parle, on ose et je dis ça, je le dis pour moi, c'est aussi un challenge, même si bon, aujourd'hui, j'utilise plus de protection de ce style-là, mais si à un moment j'en ai besoin, j'ose à travers, la table et non pas en catimini, dire: «Hey, il y a pas quelqu'un qui aurait une protection périodique là, elles ont débarqué, j'avais pas prévu». Ouais. Tu vois? Ce Ouais. genre de truc. Parce que je le vois et tu sais que les jeunes le font, hein, de plus Ils en le plus. ils le disent, enfin Ouais. fort? Ouais, c'est génial. Facilement et je C'est trouve ça génial. génial, Ouais. vraiment. Le fils de Sophie Laure là, qui est au lycée actuellement, Mmh mh. il disait qu'en vrai, les filles, elles en parlent assez facilement et devant eux C'est et tout ça et génial. je trouve ça génial et eux-mêmes sont au courant des cycles de leurs copines et je trouve ça génial Ah, c'est et super. vraiment, on réintègre ça dans notre vie. Ça veut dire qu'on explose le tabou et sinon, comment on les associe à ça? En fait, en leur faisant aussi comprendre qu'ils ont quelque chose à y gagner à ça. Parce qu'on a tous à y gagner à mieux se respecter, à mieux se comprendre, à s'autoriser. En fait, quelque part, je vais le dire de façon triviale et certainement avec des mots, pas précis, mais c'est pas grave. Moi, quand j'ai mes règles et que je suis extrêmement fatiguée, j'offre une fenêtre pour que mon conjoint y contribue plus que d'habitude Mmh. et il se sent au service de ça et c'est Mmh. cool que ce soit pas tout le temps ça. Ouais, Mais je sens qu'il y a une forme de valorisation aussi complètement, là-dedans. complètement. Quand j'explose et que lui, il est là pour me rassurer, quand je suis terrifiée parce que je me dis, quand je suis dans le tube de la vague et que je me dis: «L'entreprise va jamais y arriver» et cetera et qu'il me serre dans ses bras et qu'il me dit: «Bon, je pense que tu es en phase prémenstruelle là, je pense que tu es dans le tube». Je suis là. On leur donne l'opportunité de Ouais, contribuer. Tu vois? On n'est pas les Amazones qui se sont coupées un sein et qui se sont dit: «On n'a pas besoin des hommes». En fait, on fait une danse aussi et quelque part, et à d'autres moments, quand j'ai plein d'énergie, je vais prendre le lead et je vais reprendre, faire des choses et cetera et lui, il va peut-être aussi pouvoir plus se reposer à ce moment-là et tu vois? C'est cette danse-là et puis ouais. c'est aussi, s'autoriser à dire, parfois on peut être fatigués tous les 2 en même temps et du coup: «OK, comment on fait? Tiens, notre fille a envie de faire une pizza. Ah, ça, c'est une très bonne idée». Et nous, on reste dans le canapé, elle fait la pizza, elle nous appelle pour qu'on la mette Ouais. dans le four. Et il y a aussi toute cette danse à trouver. Et je pense que vraiment les hommes, les personnes non menstruées en général, ont à jouer avec cette danse-là. Ouais. Parce qu'on a tous besoin d'avoir le droit d'avoir des moments où on est à fond, d'avoir le droit des moments où on est fatigué. Et que si ça se parle, moi, je crois beaucoup dans le fait que nous, on n'ait pas le choix grâce à ces menstruations, c'est aussi une façon d'éduquer Complètement, globalement toute la complètement. société. Moi, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est s'autoriser. Tu as beaucoup dit s'autoriser et tu as beaucoup dit oser. Et c'est vraiment ça, je trouve, quand tu te remets à l'écoute de ton corps, quand tu commences à comprendre comment fonctionne ton cycle. Je trouve que effectivement, déjà, tu as les mots pour oser dire ce qui se passe et la personne en face comprend mieux. Moi, tu vois, mon mari est très content de comprendre qu'une fois par mois, j'ai pas vraiment envie de divorcer. Tu vois, j'ai pas envie. Je ne souhaite pas, au fond de moi, le quitter et il le sait, tu vois? Et il sait aussi que si je me mets à pleurer en disant: «Mais mon business, tu comprends pas?» pareil, il me dit ça et ça me faisait sourire quand tu partageais ça. Mais c'est vraiment ça, c'est se reconnecter, s'autoriser à vivre toutes les phases pleinement et oser dire, oser parler, oser mais c'est vraiment ça, c'est briser le tabou. Moi, quand on m'a parlé des règles, c'était: «Tu vas avoir tes règles, attention, maintenant tu peux être enceinte». Ouais, Donc c'est ça. et on parlait pas de règles, on disait: «Je suis indisposée», tu chuchotais effectivement, mais j'adore que les lycéens, tu vois, que les générations qui arrivent, j'adore que ça change et puis dans nos familles, dans nos couples, trop bien. Merci beaucoup Gaëlle.
on arrive aux questions de la fin. Imagine que tu as la possibilité d'envoyer un message vocal à un groupe de personnes sur Terre pour leur parler du cycle menstruel. Qui est-ce que tu choisis et qu'est-ce que tu leur dis? Je choisis l'amphithéâtre de première année d'étudiants où c'est un endroit où il y a le plus de filles possible. Je me dis que c'est le bon âge pour avoir déjà expérimenté des choses et en même temps pour être capable d'entendre un message. Donc je me dis, allez hop, et je leur dis que franchement, le message que je leur envoie, là, le but, ça va être de le diffuser à un max de monde, quoi. Donc voilà, je choisis la filière où il y a le plus de monde dans l'amphi et je Trop vais bien bien. me poser. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis qu'on a loupé un coche, quoi. On a loupé le coche, qu'on s'est foiré et qu'il va falloir vraiment changer quelque chose fortement dans la Mmh. société. Je leur dis que le cycle menstruel est un truc génial et je leur dis un peu. En fait, je leur envoie ton podcast, quoi. On a dit plein de choses. OK, Ça serait une trop bonne bien. base. Trop, trop bien. Maintenant, imagine que tu peux t'envoyer à toi, à celle que tu étais il y a 5 ans, un message de soutien, d'encouragement, de motivation. Qu'est-ce que tu te dis? À moi, il y a 5 ans, continue de foncer. En vrai, j'aurais pas envie qu'il se passe autre chose, que ça soit différent. Ouais, Parce que tout ce que j'ai vécu jusque-là, ça m'a fait tellement grandir que j'aurais juste envie de lui dire: «Ouais, continue, tu es sur la bonne voie». magnifique. Et pour finir, je vais te demander de nous laisser, à l'auditoire du podcast, ta croyance soutenante, pas ta croyance limitante, ta croyance soutenante la plus puissante. Ma croyance soutenante la plus puissante, il y en a j'en ai quand même pas mal des croyances qui me soutiennent au quotidien, vraiment. J'essaie de trouver celle qui pourrait être, J'adore entendre ça. Je pense que ma croyance la plus puissante aujourd'hui, c'est qu'on est capable de créer l'argent. On est capa J'ai travaillé 15 ans dans la banque, du coup j'ai créé de l'argent en tant Mmh. que personne qui travaille dans la banque et aujourd'hui, je suis intimement persuadée que nos projets sont créateurs de l'argent. Je suis pas forcément en train de parler d'abondance et cetera, mais vraiment de créer, au sens propre du terme, l'argent. C'est-à-dire que, voilà, si on a besoin d'argent pour, créer quelque chose, bah, en allant à la banque et en demandant un prêt, on crée réellement de l'argent. C'est comme ça Ouais. que les banques fabriquent l'argent. Et Mmh. heu et donc ma croyance la plus soutenante aujourd'hui, c'est ça, c'est que, quand on est porté par quelque chose, on arrive à créer, ce dont on a besoin pour le réaliser. Merci infiniment, j'adore. Merci Gaëlle, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je t'en prie, le plaisir était vraiment partagé, Ruth, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode et que vous en avez retiré des clés pour mieux comprendre le cycle menstruel, qu'il s'agisse du vôtre ou des femmes de votre vie. Si vous voulez continuer la discussion, retrouvez-moi sur Instagram @ruthmanou.coachdevie où je partage encore plus d'outils et d'inspiration au quotidien. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.